Smart Tech vous est présenté par le Forum InCyber Europe et la communauté urbaine du Creusot-Monceau, le territoire de tous les possibles. Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour 28 minutes environ, un débrief spécial aujourd'hui que nous tournons en direct du forum InCyber qui se passe au Creusot. C'est première déclinaison de ce grand forum sur la cybersécurité, cybersécurité industrielle, cybersécurité des territoires, des collectivités. Ça se passe au Creusot. Je vous présente mes sujets et les intervenants juste après. C'est parti pour un débrief un peu spécial parce qu'aujourd'hui nous sommes au Creusot. Pourquoi ? Parce que se joue la cybersécurité ici dans tout le territoire. C'est le premier forum InCyber qui se joue dans les territoires et donc qui se passe au Creusot où nous sommes avec David Marty. Bonjour. Bonjour. Je vous ai déjà reçu, mais je vais vous représenter. Maire de la ville du Creusot, vous êtes aussi président de la communauté urbaine Creusot-Monceau, donc où est organisé cet événement exceptionnel, unique même, puisque c'est le premier du genre. On a délocalisé notre plateau pour l'occasion. Comment ça se passe là déjà pour vous ? Vous êtes satisfait ? Écoutez, après une première matinée très effervescente, je vais dire, avec beaucoup d'échanges, beaucoup d'interconnexions et une grande satisfaction visiblement de ce que j'ai pu en tout cas percevoir, à la fois des partenaires, à la fois des participants qui sont nombreux, et donc une belle matinée. Vous sentez la mobilisation autour de ce sujet de la cybersécurité ? Mobilisation, prise de conscience et puis envie de travailler ensemble aussi. C'est ça qui est important. Avec nous également aujourd'hui Vincent Champin. Bonjour Vincent. Senior exécutif vice-président en charge du digital et de l'IT, membre du comité exécutif de Framatome, un acteur majeur évidemment du secteur nucléaire, filiale du groupe EDF. Vincent, vous êtes venu ici pour aller chercher quoi ? Des solutions, vous en avez déjà beaucoup chez Framatome, j'imagine, en matière de cybersécurité. D'abord, on est très attaché à la région. C'est une région dans laquelle on est présent depuis des décennies. On a le cœur du cœur des centrales nucléaires se fait ici. Deuxième point, tout ce que David Marty organise, on est en général derrière parce qu'on sait que ça va marcher. Et puis troisième point, la cybersécurité, c'est un domaine extrêmement important, particulièrement important pour les industries critiques. Les industries critiques, c'est des industries dans lesquelles les risques vont coûter très cher. Et de plus en plus, parmi ces risques, il y a des risques cyber. Et donc, aujourd'hui, assurer la sécurité d'un équipement nucléaire, c'est pas seulement avoir des gardes, avoir une cuve qui résiste à tous les scénarios de pression, c'est aussi être sûr que les systèmes informatiques résistent à toutes les attaques. Et donc, on est venu pour rencontrer notre écosystème, pour présenter nos solutions, et puis aussi pour écouter ce que nos clients et nos partenaires ont à nous dire. Également autour de la table, Vincent Thomas, bonjour. Vous êtes bonjour. Président de l'Université Bourgogne-Europe, ainsi que vice-président du Conseil des moyens et des personnels de France Université. Les universités font partie des cibles aujourd'hui des cyberattaquants ? Ah oui, quotidiennement nous sommes attaqués, avec un pic toujours avant les vacances de Noël, sans doute. Est-ce le Père Noël hacker qui nous attaque ? Mais pour nous, la cybersécurité, je nous considère comme une industrie du cerveau et de la compétence et des métiers, des futurs métiers. Et nous sommes évidemment, comme toute entité un peu importante, extrêmement dépendants de systèmes cyber, on va dire, de qualité, résistants, résilients face aux attaques dont nous sommes les cibles. Et puis, puisque nous formons et que nous faisons de la recherche, eh bien oui, nous formons aussi nos étudiants à la cybersécurité et nous menons également des actions de recherche dans ce domaine. Et enfin, Nicolas Huez est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CTO d'Interstice. D'ailleurs, je suis passée devant pour arriver jusque dans notre studio ici. Donc, entreprise de la région, entreprise française, lauréate d'un appel à projet France 2030. Interstice est à la tête du consortium Hexagone qui développe une suite collaborative hautement sécurisée et puis ce qu'on appelle aujourd'hui souveraine, alternative à Microsoft 365. Est-ce que là, au sein de l'écosystème, quand je dis ça, ça résonne ? Aujourd'hui, on cherche des alternatives ? Oui, vous avez tout à fait raison. Donc là, avec tout ce qui se passe sur le contexte géopolitique, je pense que la prise de conscience, elle est nécessaire. Elle est nécessaire au niveau des organisations, à la fois publiques, privées et tout type d'organisation. Se poser la question, c'est mes données, est-ce qu'elles sont sécurisées ? Première question. Mais également, c'est sécurité en termes juridiques.
où est-ce qu'elles sont stockées, parce que si elles sont stockées sur le territoire français, européen ou extraterritorial, ce n'est pas du tout la même question juridique. Et donc il y a une vraie dimension de sécurité derrière, parce que mon information peut être ultra sécurisée, mais si derrière elle peut être lue par différentes personnes, sans mon consentement, quid de la sécurité? Donc il y a, pour moi maintenant, En le plus, mot ça peut être souverain. trompeur parce qu'on peut être hébergé en France, mais pas forcément être soumis uniquement aux lois françaises. Alors tout à fait, et c'est pour ça que nous, de notre côté, dans ce consortium, on a pris le choix d'héberger nos données, mais également les données de nos clients, sur un hébergement souverain qui répond à la partie Secnum Cloud, donc cette certification qui est délivrée par l'ANSSI. Et pour être tout à fait transparent, on est partenaire de 3DS Outscale, qui est une filiale de Dassault Systèmes. Voilà. Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est la cybersécurité de manière générale, mais en particulier pour les collectivités. Qu'est-ce que ça veut dire, David Marty? Alors c'est les collectivités bien entendu, mais c'est aussi les entreprises, hein, comme on l'a dit, mais les collectivités ne prenaient sans doute pas suffisamment conscience qu'elles étaient des cibles également. Et nous avons eu de nombreux exemples de collectivités qui ont été attaquées, pas très loin d'ici d'ailleurs, hein, on en a eu quelques-unes. Nous sommes nous-mêmes attaqués régulièrement, avec peu de conséquences parce que nous nous préparons. Mais il peut y avoir des conséquences fortes, ça a été le cas, je vous dis, dans certaines villes autour de nous, des hôpitaux également, publics. Et donc il faut absolument que les collectivités, qui sont des acteurs quelque part aussi économiques, de par leurs investissements, de par le service public qu'ils rendent, soient parfaitement armées pour contrer ces attaques. Ça veut dire quel défi à relever aujourd'hui? Le défi, c'est d'abord la formation du personnel. Pas simplement du personnel au niveau DSI, hein, c'est la formation de tout le personnel sur les gestes, sur les habitudes à prendre, sur les attentions particulières, de manière à détecter ce qui n'est pas normal. C'est aussi une affaire ressources humaines, bien entendu, c'est-à-dire de se doter de personnels qui sont en capacité, eux, de contrer les attaques et d'être en permanence en plus formés, parce qu'on voit bien que c'est un secteur où les hackers, eux, vont très vite, se forment très vite aussi aux nouvelles technologies, aux boucliers qui sont mis en place et arrivent à les contourner. Donc c'est une formation quasi permanente. Ça nécessite des moyens financiers, mais c'est des moyens financiers qui sont obligatoires, faute de quoi on se retrouvera complètement paralysé, quoi. Vincent Champin, en termes de politique publique, comment vous avez vu les choses évoluer? Parce que je dois rappeler quand même que vous avez débuté votre carrière dans la haute fonction publique. Vous étiez directeur du cabinet d'Éric Besson, qui était à l'époque le secrétaire d'État au numérique sous le gouvernement Fillon. Vous pensez qu'on a pris un peu de retard sur cette question cyber? Alors, deux choses. On a évolué. Il y a une vingtaine d'années, on avait créé l'ANSSI. À l'époque, il n'y avait pas d'organisme central qui pouvait comme ça travailler à la fois sur les risques cyber internes à l'État, puis les risques externes. Mais la menace, elle a aussi beaucoup évolué. Et je vais donner quelques chiffres. Aujourd'hui, le nombre de personnes qui travaillent aux cyberescroqueries de toute nature, hein, c'est des personnes qui vous envoient des faux SMS sur le compte de formation jusqu'aux hackers. On estime que ça emploie entre 500 000 et 1 million de personnes dans le monde. Donc c'est une force de frappe extrêmement forte. Aux États-Unis, le coût des cyberescroqueries, on estime que ça fait 6 fois le coût des vols de voitures. Donc c'est pas quelque chose de marginal du tout. Donc est-ce qu'on a pris du retard? J'allais dire qu'on s'est amélioré, la menace a progressé, puis surtout elle a changé de nature. Ces sujets, c'était vraiment des sujets d'hypertechniciens il y a 20 ans. Enfin, la personne commune s'en occupait pas. Aujourd'hui, en fait, le principal maillon faible, c'est des maillons faibles en termes, comme ça a été évoqué par David Marty, en termes de culture, de formation. Pour donner un exemple, vous allez dans une usine, quelqu'un qui ne porte pas ses gants ou son casque, tout de suite on va le remarquer. Vous venez 2 fois de suite dans la même usine, il y a toujours le même problème, là vous allez parler au patron d'usine. Bon, maintenant, une entreprise dans laquelle 2 fois de suite un salarié va cliquer sur un lien de phishing, est-ce qu'on va être aussi vigilant? Peut-être pas. Alors, pour rassurer, je pense que ce n'est pas très différent ailleurs dans le monde. Je pense qu'on a vraiment des talents, et ça a été évoqué aujourd'hui, hein, on a une industrie qui se développe, Framatome fait des solutions, on développe des solutions souveraines, mais je pense qu'on sous-estime la force de frappe. C'est devenu une industrie qui, en termes de taille, est plus importante que par exemple l'industrie du cinéma au niveau mondial.
Oui, il faut bien prendre conscience de ça, effectivement. Alors, vous nous l'avez dit, Vincent Thomas, à l'université, on a pris conscience de ces sujets, on a des formations aussi en matière de cybersécurité. Pour autant, il y a encore des choses à faire. Lesquelles? Alors, les choses, elles sont à destination, effectivement, aussi des collaborateurs de l'université, des personnels de l'université. Et ne serait-ce que ce matin, je présidais le conseil du numérique de l'université Bourgogne-Europe et nous avons soumis la charte des bonnes pratiques que doivent suivre l'ensemble des personnels, y compris le président, avec les mails, avec les sites sur lesquels nous allons, avec les sollicitations qu'on a, avec différentes formes de hacking qui sont assez courantes chez nous. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect. Le deuxième aspect de notre activité, c'est de former nos jeunes. Juste avant de parler des jeunes, mais juste pour revenir sur l'université, c'est combien de personnes? Parce que Alors, c'est j'imagine 3000 plus, il y a- personnels. C'est 3000 personnels. Alors, si on élargit, Et puisque ça nous sommes tourne beaucoup restructurés, on a un turnover qui est... on a plusieurs catégories de personnel, fonctionnaires et des contractuels. Chez les contractuels, il y a plus, évidemment, de turnover. Mais globalement l'emploi est stable chez nous. Voilà. Et Donc- puis, c'est 35 000 étudiants Ouais. qui sont des usagers de nos services informatiques, nos réseaux, qui ont tous des comptes, des boîtes mail, etc. Pour nous, la sécurité, c'est quelque chose... Si vous voulez, j'ai appris au fur et à mesure de ma fonction de président à devenir de plus en plus paranoïaque. Je peux vous l'assurer, au début, j'estimais que mes services numériques, ma direction numérique, exagéraient un peu. En réalité, pas du tout. Et donc, on parlait de matériel et de coûts. Je sais ce que c'est un pare-feu à 800 000 €, si vous voulez. Mais je sais aussi, et je rejoins le président Marty dans son propos de tout à l'heure, je sais aussi qu'aujourd'hui, de même qu'on ne peut pas travailler sans électricité, on ne peut pas travailler sans réseau numérique. C'est devenu totalement impossible. Cela vous replongerait au temps des cavernes. Et il n'y a plus d'activité possible sans réseau. Alors, a fortiori dans le domaine économique, parce qu'il y a un résultat économique à avoir, mais pour nous, c'est l'absence de réseau qui fonctionne, c'est synonyme d'arrêt total de toute activité de recherche, de formation. On ne peut plus travailler. Alors, seuls les paranoïaques survivent, dit Andy Groove. On a parlé de la question de la souveraineté qui fait partie de la sécurité, mais j'ai aussi dit que c'était ce sur quoi vous travaillez, c'était aussi la question de l'ultra-sécurisation de cette suite collaborative. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on met derrière l'ultra-sécurité? Eh bien, déjà, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut savoir que 80% des attaques cyber sont dues à l'humain. Donc la sensibilisation, pour répondre clairement à votre question, elle est majeure. On a une personne, un RSSI en fait, chez nous en interne, qui ne fait que ça, qui fait de la sensibilisation à la sécurité. Toute personne qui arrive chez Interstice, direct, son premier jour, elle a 1h30 de sensibilisation à la sécurité. Qu'est-ce que le phishing? Quelles sont les bonnes pratiques? Qu'est-ce qu'un coffre-fort numérique? C'est ça la base. Ça, c'est sans ça, et comme je vous le répète, 80%. Donc déjà, on élimine quand même beaucoup de choses. Première chose. Deuxième élément, donc ça passe par le personnel, mais également par la sécurisation des réseaux, comme vous l'aviez indiqué, et donc des personnels formés. On a parlé de sensibilité, mais là je parle de formation technique, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure dans les parcours que vous proposez. D'où mon intérêt. Donc ça, c'est l'élément essentiel, et que ce soit, ce que vous disiez tout à l'heure David, que ce soit du régulier. On ne se forme pas et après c'est fini. Non, c'est une formation régulière pour se rappeler des choses. C'est comme un incendie, comme on disait tout à l'heure. Des incendies, des tests d'incendie se font régulièrement. C'est exactement la même chose. Troisième élément, c'est du chiffrement de la donnée. Ces éléments, c'est cette donnée, elle ne peut pas être accessible, elle est chiffrée sur certaines normes et qui correspondent à des normes validées. Et bien évidemment, le stockage. Où est-ce que ma donnée est stockée? Voilà les grandes lignes un petit peu sur lesquelles on travaille. Et ça, ce sont des arguments qui sont écoutés aujourd'hui par les clients? Oui. De plus en plus. De plus en plus, je pense que, dans un premier temps, en tout cas, tout dirigeant, organisation publique ou privée, déjà doit se poser la question de la sécurité. Pour moi, ce n'est plus, ce qu'on disait tout à l'heure, quelque chose qui est à part, en fait. Au fait, la sécurité, non, ça doit être du quotidien. La sécurité, en tout cas chez nous, c'est du quotidien là-dessus. Tout ce qu'on fait, on se pose des questions de sécurité. Et donc, c'est où est ma donnée? Et donc, où elle est stockée, comment elle est maîtrisée, et donc, qui peut y accéder?
Mais c'est pas facile de s'y retrouver parmi la quantité d'offres, j'imagine, de cybersécurité que vous voyez. Ici, on en a beaucoup de représentants aussi. Comment est-ce qu'on fait son tri? Comment est-ce qu'on fait son choix? Quelles sont les priorités? Qu'est-ce que vous regardez en premier? Je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit avant, si vous permettez, par rapport et à la question que vous avez posée, en disant mais est-ce que maintenant vos clients sont sensibles à ça, etc. Ils le sont de plus en plus, je confirme, mais n'oublions pas qu'il y a un caractère obligatoire qui va être imposé de manière législative, puisque la déclinaison de la directive européenne NIS 2, transposée à la loi française, va obliger les chefs d'entreprise, les collectivités à se doter de moyens de sécurité, et faute de quoi il y aura des pénalités financières. Et c'est normal. Déjà aujourd'hui, on nous demande, nous, dans les collectivités, quelles sont les personnes qui ont accès au réseau. Et on est obligé de donner nominativement les personnes qui ont accès au réseau. Donc il y a un caractère obligatoire pour un certain seuil de collectivité ou d'entreprise qui va être fixé. Sinon, on paiera des pénalités. Alors après, comment choisir, avec qui travailler, comment? Eh bien, vous voyez, c'est tout l'objectif de ce forum. C'est pour ça qu'on a fait aussi ce forum InCyber sur les territoires, parce que, ben oui, quand vous allez à Lille, à Tokyo, etc., oui, vous avez là toute une catégorie de professionnels, d'experts. Dans les territoires, c'est moins évident. Et donc l'intérêt de faire ce forum, c'est aussi que, au plus près des territoires, les entreprises puissent avoir des interlocuteurs crédibles qui vont les aider, qui vont les accompagner. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Vous savez, dans une petite entreprise, un artisan qui se voit attaqué, il est seul, il est démuni. Seul et démuni. J'ai des exemples. Seul et démuni. Eh bien, depuis que nous faisons ce travail avec le FIC, avec le général, etc., ils ne sont plus seuls. Parce que dès que j'en ai la connaissance, ou dès que quelqu'un dans mon entourage a la connaissance, qu'est-ce qu'on fait? On téléphone, on passe un coup de fil, on dit, là, on a une entreprise, comment on fait? Et là, ça fonctionne tout de suite. Donc, l'objectif, c'est de développer ce réseau de manière à ce qu'on ne se sente plus seul et que dès qu'on est attaqué, à ce moment-là, il y ait tout un réseau qui se mette en place et qui agisse. Je vais faire la promotion du 17 Cyber. On a eu cette initiative qui a été lancée par le groupement d'intérêt public ACIMA, la gendarmerie nationale, la police nationale qui est derrière, avec vraiment un point de contact unique. Si on a l'impression d'avoir été victime d'une cyberattaque, en tout cas, ça fait un point de contact important. Parce qu'on dit, c'est vrai qu'on est sorti du champ de la cybersécurité réservée aux techniciens, mais ça reste quand même un sujet pointu. Quand on est à la tête d'un groupement universitaire, comment on s'y retrouve? Comment on trouve les bons interlocuteurs? On trouve les bonnes solutions? On a des gens particulièrement compétents dans nos services, qui sont de très haut niveau, qui ont souvent un doctorat en informatique, qui sont ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études, et qui sont totalement à la pointe des évolutions technologiques, qui se forment, qui s'auto-forment parfois, qui se forment entre eux, et qui prennent aussi appui de l'expertise qu'on peut trouver ailleurs, à l'extérieur. Et vous avez cité l'ANSSI tout à l'heure. Nous avons une cyberattaque le jour où nous sommes passés, nous avons fait une transformation, nous sommes passés de l'Université de Bourgogne à l'Université Bourgogne-Europe le 7 janvier, le lendemain des vacances de Noël. À 16h le lundi, nous avons subi une attaque qui venait du Brésil et qui nous a immobilisés jusqu'au lendemain 11h du matin. Eh bien, nous sommes appuyés sur l'ANSSI. C'était un peu notre 17 cyber, n'est-ce pas? Et nous avons pu non seulement résister grâce au travail conjoint et à la compétence très pointue de nos agents, travail conjoint donc de nos agents et de l'ANSSI, eh bien, nous avons pu résister et rétablir l'intégralité de notre système en quelques heures. Voilà. Réactivité, une mobilisation également, parce qu'il y a de l'humain derrière. Président Marty, vous avez parfaitement raison. Nous avons une équipe de permanence, 24 heures sur 24, 365 jours par an, enfin 4 ou 5, ça dépend des années bissextiles. Et donc, dimanche, jour férié, Noël,
vraiment en permanence. Donc être attentif, bien sûr, et puis être compétent. Je crois que la compétence dans ce domaine est absolument indispensable, outre évidemment la nécessité, comme je le mentionnais tout à l'heure, de réaliser les investissements nécessaires, parce qu'il n'y a pas que de la connaissance et du software, il y a aussi du hardware. Et oui, d'investissement. Si on regarde plus précisément dans l'industrie, le niveau de la menace, les conséquences d'une cyberattaque, bon, on comprend bien la criticité du sujet. Il y a ce défi aujourd'hui dans l'industrie de l'IT et de l'OT. Comment est-ce qu'on va sécuriser tout ça? Est-ce qu'il faut mettre justement des parois étanches entre son IT et son OT? Comment est-ce qu'on s'organise face aux nouvelles attaques? Parce que les attaques se renouvellent aussi avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Il faut être créatif des deux côtés. Alors, les attaques se renouvellent à chaque nouvelle technologie. Chaque nouvelle technologie apporte des vulnérabilités, premier point. Deuxième point, c'est infiniment plus facile d'attaquer que de se défendre. Celui qui attaque, il entre par une fenêtre. Celui qui doit se défendre, il doit regarder toutes les fenêtres possibles et la porte également. Alors, l'enjeu dans l'industrie, par rapport à ça, c'est d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, on a à la fois des risques qui sont des risques économiques ou industriels ou de réputation. En gros, les risques pour nous, c'est le sabotage, le risque réputationnel, c'est-à-dire des documents qui devraient sortir et qui ne devraient pas sortir et qui sortent, l'image de l'entreprise, surtout quand elle est dans les domaines critiques, l'exfiltration de données confidentielles internes ou l'exfiltration de données à des clients. En fait, quand on est une grande entreprise, le premier risque, c'est ce qu'on appelle le risque supply chain, c'est-à-dire des fournisseurs qui vont être moins solides en cybersécurité que vous l'êtes vous-même. Et donc, il faut regarder tout le monde. Tout le monde, y compris le stagiaire que vous recrutez pour un mois, ou même le stagiaire de seconde qui va venir pour 3 semaines, qui ne va pas avoir une formation de cybersécurité. Et s'il a une machine, il est un risque. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Deuxième point, on a coutume de dire que le logiciel mange le monde. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de choses qui sont faites par des logiciels. Et donc, de plus en plus de problèmes à ce que les logiciels s'arrêtent. Avant le Covid, une panne réseau dans une entreprise d'université, ça n'avait aucune conséquence si elle durait 5 minutes. Au jour d'aujourd'hui, immédiatement, tous ceux qui sont sur Teams vous appellent en disant « il y a un problème, est-ce que tu peux le réparer ?» Donc on est de plus en plus dépendant à la technologie. Et donc, du coup, il faut faire de plus en plus attention. Et puis, deuxième point, comme ça a été dit par le président Marty, les réglementations gagnent en maturité. Et donc, il faut à la fois se protéger économiquement et puis surtout être en règle par rapport aux réglementations. Et sur l'IT-OT, en fait, les deux convergent. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on avait effectivement les systèmes informatiques des usines qui étaient coupés d'Internet et qui étaient dans une zone à part, et les systèmes IT des gens dans les bureaux. Au jour d'aujourd'hui, c'est souvent les mêmes machines, les mêmes technologies, tout est connecté. Donc plus de risques. Et plus de risques, à tel point que Gartner, depuis 2023, n'utilise plus le terme OT parce que pour eux, tout ça a convergé. Oui, et avec cette pression quand même dans l'industrie de passer à l'industrie 4.0, avec la 5G, la 6G, donc on augmente considérablement les surfaces d'attaque. On augmente considérablement les surfaces d'attaque. À moitié plein, à moitié vide, pardon. Et si je compare d'ailleurs les méthodes qu'on a de gestion des risques dans la partie nucléaire, où on gère aussi des risques très sérieux, et dans la partie informatique, la difficulté, c'est que vous devez articuler des milliers de briques Lego qui sont plus ou moins documentés, dont les comportements, quelquefois, peuvent avoir des défauts, alors que dans la partie nucléaire, la cuve, vous la connaissez, vous l'avez faite, vous avez fait des études, donc la partie informatique, elle pose des challenges en termes de gestion des risques qui sont d'une très très grande complexité. On évoquait la question de l'investissement nécessaire. Quand on est du côté de la fourniture du service sécurisé, ça veut dire qu'il faut aussi mettre beaucoup d'investissement. Oui, tout à fait. Que ce soit un investissement financier, déjà, au-delà de ça, c'est bien choisir ses partenaires. Je pense que c'est essentiel. 2, c'est les contrôler et maîtriser, bien évidemment. Et ensuite, effectivement, on parlait d'investissement, c'est investir dans ses partenaires et investir également dans l'humain qui est au sein de la société pour pouvoir, au bout du compte, capitaliser là-dessus et d'arriver à avoir un niveau d'excellence en termes de fonctionnalité, mais également conjointement en termes de sécurité. Pour moi, c'est lié. Et donc, on vend de la sécurité chez Interstice. Et donc, c'est d'arriver à avoir un haut niveau d'exigence à ce niveau-là. Et donc, forcément, ça passe par de l'investissement. Pour faire simple, nous, on ne travaille qu'avec du SecNumCloud, qui est, je vous rappelle, une certification délivrée par l'ANSSI, qui est un des plus hauts niveaux en France. Eh bien, c'est 20% plus cher en termes d'hébergement que
un hébergement standard que sont d'autres cloud providers. Donc c'est un vrai investissement. Mais être sur une technologie souveraine, ça coûte plus cher. Souveraine et sécurisée. Donc oui, ça coûte plus cher, mais la sécurité a un coût, on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, pour moi, on est dans un monde où il n'y a plus de questions à avoir là-dessus. Bien évidemment, il y a des réflexions, il ne faut pas y aller n'importe comment, mais la sécurité doit être prise en compte et elle a un coût. Oui, c'est vrai, qui n'est pas neutre, loin de là, mais elle est essentielle. Sinon, on ne pourra pas te faire de cyber, ça c'est sûr. Oui, mais bon, c'est moins facile à vendre une solution onéreuse parce que les budgets sont contraints. Comment est-ce que les collectivités peuvent accompagner justement les universités, les hôpitaux à bien s'équiper, trouver les bonnes solutions, trouver le juste budget? Les collectivités, elles accompagnent globalement tous les acteurs économiques, tous les acteurs institutionnels qui sont sur leur territoire. C'est ce que nous faisons à la communauté urbaine. L'université, on a des relations permanentes avec le président Vincent Thomas, avec ses équipes, ses vice-présidents. Et nous sommes là pour justement les aider en cas de besoin, bien entendu, avec nos propres ressources, comme ils peuvent nous aider avec leurs ressources également. Et donc c'est ce travail partenarial qui fait qu'on arrive à accompagner sur l'ensemble du développement, soit d'une entreprise, soit d'une institution. C'est notre rôle en tant que collectivité, en tout cas c'est comme ça que nous avons voulu le faire ici, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement 360, sur tous les étages du développement. Et je ne dis pas qu'on arrive à tout faire, mais en tout cas, rien que le fait d'être aux côtés des acteurs, c'est déjà pour eux un soutien. Et puis, quand on parle de coûts, parce qu'effectivement ça coûte, ça nous coûte à toutes et à tous, mais quand on n'a pas le choix, de toute façon, il ne faut pas réfléchir parce qu'on n'a pas le choix. Vous savez, dans une entreprise, aujourd'hui, un chef d'entreprise, si je parle ici des entreprises sur notre territoire, les plus importantes, les chefs d'entreprise sont d'abord jugés sur la sécurité, avant même le chiffre d'affaires. C'est-à-dire un chef de site dans une industrie où il y a 15 accidents de travail dans l'année, il ne restera pas, même si le chiffre d'affaires est bon. Je pense que ça sera de plus en plus comme ça, et y compris sur les aspects cybersécurité, nous serons jugés, je parle des entreprises, mais des collectivités également, sur les aspects de sécurité. Oui, parce que c'est le sujet de la confiance, en fait, qui se retrouve au cœur de tout ça. Si vous aviez un conseil, peut-être, à partager avec une organisation qui cherche à mieux se protéger aujourd'hui. Alors juste deux mots, culture et résilience. Culture, c'est de se dire que la sécurité cyber, c'est comme la sécurité des personnes, c'est une question de culture. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'il faut laisser entre les mains d'un responsable cyber, c'est une question de culture. Et résilience, même si on est le meilleur au monde, il y aura forcément un jour où il y aura une attaque, donc il faut être prêt à réagir vite et à la stopper le plus vite possible. S'entraîner donc, il faut s'entraîner, faire des exercices cyber. Exactement. Un conseil, juste rapidement? Si j'avais un conseil, ce serait de se faire accompagner, de se faire aider par, si possible, des acteurs locaux, tant qu'à faire, mais de bien se faire accompagner par rapport à ça, de bien découvrir ce monde, si c'est un petit peu nouveau, et de bien comprendre aussi, ça c'est très essentiel, c'est les enjeux. Quels sont les risques et les enjeux derrière? Il faut démocratiser la sécurité. Elle est essentielle, il faut qu'elle devienne régulière. Ce n'est pas forcément quelque chose de hyper contraignant, mais il faut que ça devienne normal et quotidien. Sans ça, ça va être compliqué. Un conseil pour vos pairs? Conseil, j'en sais rien. Un mot, anticipation. Anticiper sur les problèmes qu'on peut imaginer à venir de cybersécurité. Et il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé aujourd'hui, alors même qu'on le prononce à longueur de journée, c'est l'intelligence artificielle. Et comment donc se mettre à l'intelligence artificielle dans des conditions de sécurité optimales, ce qui commence déjà à être un objet de réflexion dans mon université. On en parlait ce matin. David Marty, juste très rapidement. Très rapidement, moi, je le dis, il faut parler, il faut dire, dénoncer, ne pas rester seul. Aujourd'hui, trop d'entreprises, voire de collectivités, quand elles sont attaquées, essayent de se débrouiller toutes seules, voire même de négocier avec les hackers. C'est la chose à ne pas faire, malheureusement, parce que ça dessert tout le monde. Et donc, dès qu'on est attaqué, il faut tout de suite le dire, s'adresser à des professionnels de manière à pouvoir agir assez vite.
Merci beaucoup à tous de nous avoir éclairés. Merci d'avoir partagé aussi vos retours d'expérience. C'était Smart Tech. Merci à vous de nous suivre sur la chaîne Be Smart for Change. À très bientôt. Smart Tech vous a été présenté par le Forum InCyber Europe et la communauté urbaine du Creusot-Monceau, le territoire de tous les possibles.